Et donc bah, finissons avec un peu de nostalgie, finissons avec le tout dernier joueur de ce top 100. Finissons avec LeBron James, évidemment, notre tout dernier joueur à classer. LeBron James, que tout le monde connaît, mais rappelons-le, 10 saisons sur la décennie, évidemment. 10 saisons, mais que 9 finales, hein, c'est à noter. Que 9 finales NBA. Non, mais il faut quand même le dire. Voilà. On a dit c'était collectif, ça comptait. Enfin, on peut pas déterminer la valeur du joueur par rapport à ses finales. Il a des coéquipiers, enfin. Non, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de longévité quand sur les 10, il fait que 9 finales? Bon, voilà, c'est pas la vraie longévité. Mais bon, bref. 26 points et demi de moyenne, 7,7 rebonds de moyenne et 7,7 assists de moyenne sur l'ensemble des 10 ans. C'est pas mal. Au niveau des points par match, c'est le 3e plus gros total de la décennie. Au niveau du minutage, 37 minutes par match. C'est le premier de la décennie en termes de minutage moyen. En termes de minutage total, il est 2e avec 26 400 minutes, en 2e derrière James Harden. 717 matchs joués en saison régulière, 8e total de la décennie. Palmarès, bon, on se concentre que sur le palmarès de cette décennie. Le titre en 2012, 13, 16 et 2020, évidemment. Donc 4 titres avec 3 équipes différentes. Et 4 fois finale MVP, si vous comptez ça comme un trophée, mais on s'en fiche un peu. 2 fois MVP, 2012-2013. Est-ce qu'il aurait pu être le plus? Oui. 10 fois All-NBA en 10 ans, c'est pas mal. Dont 9 fois en première équipe. Et 1 fois en 3e équipe. C'était la seule année avec les Lakers où ils étaient moins bons, ils ont loupé les playoffs en 2019, mais à part ça, il est All-NBA First Team tout le temps. 10 fois All-Star, évidemment, 4 fois All-Defensive Team, dont 3 fois en première, 11, 12 et 13, et 1 fois en 2e en 2014. Donc voilà, plutôt pas mal comme palmarès et comme CV. Au niveau des comparaisons de draft, donc sur NBADraft.net, c'est un peu bizarre ce scouting report que j'ai trouvé. Comparaison, c'était Magic Johnson. Ouais, mais et puis alors sachant que c'est des comparaisons que tout le monde avait fait déjà depuis longtemps parce que Ouais. il avait 15 ans quand il était déjà très reconnu, quoi. Donc, mais si, oui. Je trouve que c'est assez. Même là, on peut dire que c'est une version. Non, je dis ça parce que je savais pas si c'était un vrai scouting de l'époque, parce qu'il n'y avait pas de date, il n'y avait pas de. Donc je sais pas si peut-être qu'ils sont revenus. Ah oui, t'as raison. Non, je me souviens pas, mais je serais pas étonné que ce soit une reconstruction. Quoi? Non, je pense qu'ils y étaient. Faudrait que ça vérifie. Mais Oui, je parce crois que qu'ils parfois étaient ils vont déjà piocher des. existants. Ouais. Alors par contre, j'ai quand même trouvé d'autres. J'ai cherché d'autres, parce que Draft Express, il n'y avait pas, évidemment. Draft Express est plus jeune que LeBron James. Mais sur Reddit, j'ai trouvé d'anciens scouting reports. Et parmi les meilleurs scénarios possibles dans ce scouting report que j'ai déterré, il y avait du Magic Johnson, du Scottie Pippen et du Jamal Mashburn. Voilà. Dans les meilleurs Alors scénarios Mashburn, possibles. faudra me le refaire celui-là parce que. Voilà. Magic, Pippen et Mashburn. Le meilleur des trois. Tu mélanges les trois, ça donne LeBron. Mais même pas Mashburn. Enfin, qu'un joueur que était fun, hein. Mais c'est le pur scoreur des années 90. Ben, on était en 2003. Donc, donc voilà. Et puis dans les pires, ce même scouting report, le pire scénario possible, enfin les pires pour eux, c'était des scénarios comme Harold Miner, comme Lloyd Daniels et comme Roderick Rod. Voilà. Ça Alors te les deux donne. premiers, je crois que c'est vraiment uniquement des mecs qui avaient une grosse hype et qui se sont foirés. Je t'avoue que je connais même pas, je ne connais pas. Mais attends, Harold Miner, c'est Baby Jordan. Ah ben tu vois, je savais pas. Ouais. Au niveau surnom Basketball Référence, du coup, LBJ, on connaît, The Chosen One, on connaît King James, on connaît Bron, on connaît aussi The Akron Hammer, le marteau d'Akron. Tu connaissais ça? Je ne sais pas, mais comme son signature move qui était un peu le Tomahawk, Dunk Tomahawk, Ouais. je pense que ça vient de là, quoi. Alors, personne ne dit jamais ça, mais ou alors il y a un commentateur qui a dit une fois sur un dunk sur le moment en improvisant, quoi, mais c'est pas resté, quoi. The Little Emperor aussi, comme surnom apparemment très utilisé, The Little Emperor, et The L Train. Voilà, merci. Et du coup, au niveau de son parcours, rapidement, parce qu'on connaît très bien l'histoire en fait, hein, c'est l'histoire de cette décennie, c'est LeBron James. Donc 26 ans au début de notre décennie, qui commence avec la réunion du Big Three à Miami, un 8 juillet. Il se passe des très belles choses les 8 juillet en général. Et du coup, saison 2011, la première année de la décennie, 27 points de moyenne à Miami, 39 minutes de jeu en playoff. La défaite contre Dallas en finale, malheureusement, on connaît l'histoire. 2012, 27 points, toujours 6 assists, 38 minutes de jeu, ça va jusqu'au titre. 2013, 27 points, 7 assists, 38 minutes de jeu, toujours, ça va jusqu'au titre, cette fois contre les Spurs. Avec d'ailleurs, durant cette saison régulière, la série de 27 victoires consécutives, hein, pendant cette saison 2013. 2014, toujours 27 points de moyenne, 37 minutes. Et en finale, cette fois, c'est la revanche des Spurs, donc défaite en finale. La Free Agency 2014, il retourne du côté de Cleveland, du coup.
pour retrouver une meilleure situation sportive, on va dire, avec les jeunes Kyrie et les trades de Kevin Love qui a été fait ensuite, notamment par lui. 2015, du coup, avec Irving et Love, 25 points de moyenne, 7 assists en playoff. Les finales contre les Warriors, alors que Love et Irving sont blessés durant les finales. Donc défaite contre les Warriors, malheureusement. 2016, 25 points de moyenne, 7 assists, toujours, et cette fois le titre. Un peu surprise contre les Warriors à 73 victoires. On connaît très bien, on connaît ça par cœur, donc j'insiste pas. 2017, 26 points et 8,7 assists. Il y a un petit. Ça monte un peu au niveau des assists sur cette année 2017. Une des meilleures attaques de l'histoire, hein, c'est Cavs 2017. Et en finale, malheureusement, les Warriors de Kevin Durant, enfin les Warriors avec Kevin Durant seront trop forts. 2018, Irving est parti. Et Isaiah Thomas, qui est revenu en retour, ne compense pas, on va dire. Donc il est un peu tout seul cette année-là, 27 points de moyenne, 9 assists, 38 minutes de jeu pour LeBron James à son âge, et qui retourne en finale NBA, perdre contre les Warriors. Malheureusement, il n'y avait pas match non plus sur ces finales-là. Et puis la free agency, il part du côté des Lakers, évidemment. 2019, c'est la seule année, c'est un peu l'anomalie, puisque c'est la seule année où il ne fait pas les finales et même pas les playoffs du tout. Il ne se qualifie pas en playoff, mais lui est toujours à 27 points et 7 assists de moyenne. donc voilà, c'est juste que le trade d'Anthony Davis n'avait pas pu se faire, et donc il était un peu coincé avec un effectif de très jeunes et de pas très bons. Et puis 2020, c'est un peu la dernière année de la décennie, du coup, 25 points de moyenne et 10 assists, du coup, aussi. Et puis, de nouveau, le titre, bien sûr, avec les Lakers. Le titre dans la bulle, bien sûr. Bon, comment te lancer Bah tiens, une fois n'est pas coutume, tout dernier joueur à classer parmi tous les plus de 100 noms qu'on a fait. Une fois n'est pas coutume, commençons par le classement. Je pense que tu seras d'accord, il est promis de manière assez incontestable. Donc voilà, maintenant, essayons d'expliquer en quoi. Parce que c'est quand même un joueur qui a dominé la décennie de bout en bout, comme rarement, voire même comme jamais un sportif ne l'a fait sur une décennie. Ouais, j'ai pas la moindre idée de comment attaquer ça. Euh, donc on part sur le classement. Donc déjà, bon, je pense que tout le monde a à l'esprit que la question c'est est-ce qu'il est numéro 1, est-ce qu'il est numéro 2, est-ce qu'il est numéro 3. Et donc lui, pour coup, il a les 10 ans complets, il a le gros minutage, il a plein de matchs de playoff, enfin il a là-dessus les gros plus. Et déjà rien qu'avec ça, il prend un peu l'ascendant sur, il prend des plus sur d'autres joueurs comme les Harden, les Durant, les Curry. Euh, Au niveau du passing, du playmaking, mais vraiment dans sa partie la plus absolue, avec ce côté anticipation, ce côté contrôle de tout le terrain, ce côté gestionnaire, ce côté tout en fait, il est élite, et je pense même qu'on peut le mettre meilleur. Je pense qu'il y a un match avec sur la décennie, un match avec James Harden alors, comme ça un peu sans y avoir réfléchi plus que ça, mais je le mettrais au-dessus d'Harden, avec cette même capacité d'anticipation, mais peut-être avec plus de surprises encore, plus de choses un peu qu'on n'a pas vu arriver, plus compliqué. Et je dirais aussi meilleur gestionnaire, plus le côté je dois faire une passe à celui-là parce que à ce jour-là parce qu'il est chaud, ou passer une passe simple, il l'a fait. Il a fait plus qu'un Harden qui va peut-être chercher beaucoup plus la passe que lui veut faire que la passe simple qui fonctionne. Aussi plus gros lâcheur de ballon aussi, hein, que Harden, même s'il y avait des côtés un peu où il dominait la balle, mais une meilleure notion de faire vivre le collectif. Donc voilà, en termes de playmaking, tu m'arrêtes quand tu veux sur le playmaking, hein, si tu veux intervenir. Je pense, pour moi, il est le meilleur de la décennie. Derrière Boris Dio et Ricky Rubio, évidemment, mais ça, vous le saviez. Sur le scoring, je pense que là où c'est peut-être là où il est un peu derrière Curry, Harden et Durant. Mais t'as quand même un score d'élite absolu avec une espèce de grosse efficacité, une grosse régularité tout le temps. Avec en plus, lui, pourquoi il est 10 ans complète où il y a toutes les défenses qui sont en train avec et qui ont leur peinture de guerre sur le visage, plan de bataille sur le terrain. Enfin, c'est pas où au début tu as Harden et Curry où ils ont des années où ils sont un peu moins attendus, où ils sont un peu moins surveillés, où ils portent pas l'équipe. Ou quand ils le font, il y a des défaites, c'est pas très grave. Donc il y a un côté un peu plus éprouvé de LeBron James, même si ça atteindra pas les sommets d'efficacité d'Harden
Et Curry, ça restera suffisamment pas loin. Le tout en n'ayant pas un shoot à 3 points super fort. Mais voilà, un peu en toutes circonstances. Donc ça, même s'il est un peu derrière, il est superbement haut. Et puis tu as en facteur très très différenciant la défense. Avec ce côté un peu très très complet, un peu partout et un peu ce que l'équipe a besoin. Avec la possibilité d'être très fort en homme à homme, très fort dans le off-ball. Alors oui, il y a eu des années de croisière où il lâchait la défense lâcher la défense, mais ça avait ce côté sans dommage passer à saison régulière parce que c'est pas là où ça comptait, parce que de toute façon l'équipe elle gagnait très, très fortement. Du coup, j'ai pas envie, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais j'ai pas envie de compter négativement ces saisons régulières mauvaises défensivement, parce que derrière quand c'était en playoff ça revenait très bien. Et en plus un tel volume défensif que je me sens pas obligé de considérer qu'il est dans les immenses défenseurs de cette décennie. Et pour finir, pour pas non plus faire trop, t'as un peu ce côté où ce joueur, tout ça, il a été constant dans presque tout contexte en fait, parce qu'il a eu l'occasion de changer beaucoup d'équipes, changer beaucoup de coéquipiers, changer beaucoup de situations, même de coach, de style de jeu, tout ça. Lui, il est toujours, alors peut-être parce que c'est lui justement le système, l'équipe, le jeu, mais t'as toujours ce même joueur élite plus dans toutes circonstances. Là où t'as le Harden qui a été optimisé par notamment Mike D'Antoni, t'as Stephen Curry qui a aussi été optimisé par Steve Kerr. LeBron James, t'as même pas besoin de l'optimiser, il est optimisé tout seul, quoi, tu vois. Je me rends compte que tu es en train de faire l'argumentaire pour le classement, pourquoi est-ce qu'on le mettrait un devant tout le monde, alors qu'en fait, pour moi, c'était acquis. Il n'y avait pas besoin de le faire, cet argumentaire. C'était ça. C'est que surtout, les évidences s'expliquent, quoi. Non, mais c'est pas. On est vraiment sur un niveau, je trouve, encore une fois, de domination d'une décennie de bout en bout qui est absolument phénoménal, parce que effectivement, bon, on a 9 finales sur 10, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas 10 sur 10, hein, mais non, mais blague à part, 9 finales sur 10, c'est incroyable. Et surtout, considéré comme le meilleur joueur du monde pendant littéralement les 10 ans. Je pense qu'il y a certaines années, un peu par-ci par-là, il y a peut-être eu un peu des conversations avec un tel ou un tel, mais clairement considéré comme le meilleur joueur du monde pendant ces 10 ans, et 10 années durant lesquelles l'équipe de LeBron James était là où une des 2 ou 3 candidates au titre, assez clairement également. Et ça, c'est vrai que ce niveau de domination d'un sportif, ou là en l'occurrence d'un basketteur sur une décennie, de bout en bout, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, assez extraordinaire. Je pense que le seul de tête, mais encore je m'y connais pas assez en foot, mais le seul de tête que j'aurais, c'est peut-être Lionel Messi, avec ce niveau de domination, mais on va pas partir dans des comparaisons, mais voilà, c'est vraiment de bout en bout un truc assez implacable et à ce point au-dessus du lot. Alors pas parfait, pas meilleur que tout le monde sur tous les aspects, mais un package total qui pour moi est de manière assez évidente devant tout le monde. C'est pour ça que j'ai préféré un peu évacuer le classement direct et qu'on puisse un peu développer ensuite sur le joueur. Et pour aussi un peu décrire sa décennie, c'est vrai que un peu son historique en carrière et l'évolution qu'il a pu connaître, on a quand même cette même idée générale que c'est durant toute la décennie et dans son jeu de toute façon le porteur de balle, l'initiateur et le créateur offensif principal de son attaque pendant les 10 ans, même si on a eu un peu par-ci par-là quelques variations, et justement on peut en parler, mais Miami, c'est vrai qu'au tout début, entre 2011 et 2014, les 4 premières années à Miami, on est sur encore quelqu'un qui est très très proche, voire même encore dans son prime athlétique, on va dire, qui est une machine pour faire des drives, une machine de transition, et qui en plus à Miami a pris beaucoup de volume musculaire, qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus lourd qu'il pouvait être durant sa première année, sa première période à Cleveland avant notre décennie. Et il y a ce côté post-up qui développe, il y a ce côté drive and kick primordial dans cette attaque de Miami. Et mine de rien, le fit avec Dwayne Wade n'est pas idéal, je trouve, parce que lui aussi est un peu... Wade est comme lui, hein, pas un top jump shooter et quelqu'un qui est plutôt un moteur d'attaque comme LeBron James, sur drive notamment. Donc, pas idéal le fit en soi, mais un niveau d'efficacité pour LeBron James tu disais qu'il était moins efficace que des Harden ou Curry. Je suis un peu en désaccord. Il y a que Curry qui a été largement au-dessus, enfin largement, qui a été un peu au-dessus de lui, mais notamment en termes de... Donc au niveau de l'usage, il est 30% d'usage les 4 ans à Miami. Et au niveau de l'efficacité, il fait du plus 10% par rapport à la moyenne, ce qui est déjà incroyable. Plus 15% la deuxième année. Et ensuite, en back-to-back, il fait plus 20%. 2013 et 2014, il fait plus 20% par rapport à la moyenne. Donc 120 de true shooting plus.
c'est incroyable et personne n'a jamais fait en back-to-back plus 20%, des saisons à 120 de true shooting plus, pardon. Curry a fait un pic à 124, Durant a fait par-ci par-là des saisons à 121 je crois, mais en back-to-back d'efficacité c'était de n'importe quoi cette version-là de Miami de LeBron James. Bref, tu m'interromps hein, si tu veux rajouter des trucs. Ah, vas-y, je t'écoute. Du coup, ensuite, il arrive à Cleveland et je trouve qu'il y a un peu une évolution où ça devient un peu plus un passeur de pick and roll, mais c'est un peu dû à l'époque aussi, peut-être on va en reparler. Le fit est meilleur aussi avec Kyrie, avec Irving. Il y a l'évolution du jeu avec plus de spacing, mais voilà, Irving était quand même plus shooter que Wade et il y avait un meilleur fit de ce côté-là. Je trouve aussi qu'on commence un peu à rentrer dans cette période où LeBron est moins à fond sur les saisons régulières à Cleveland à partir de 2015, du coup à son retour. C'est moins la folie furieuse qu'on a pu avoir les 4 années à Miami. Mais bref, et donc au niveau de l'usage, toujours au niveau des 30% d'usage, et l'efficacité, ça chute légèrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le monstre de Miami, mais on est encore sur des scores excellentissimes. 109, donc plus 9%, plus 9%, plus 12%, plus 12% pour les 4 années à Cleveland du deuxième passage. Et puis enfin, le dernier passage aux Lakers, où là, on est vraiment assez loin de son pic athlétique. Mais on est plus sur une version encore plus puissante et toujours aussi cérébrale, du coup. Et en termes d'efficacité, par contre, on a une vraie différence où il est à peine entre guillemets à plus 5% et plus 2% en 2020. Donc là, on commence un peu à voir le déclin athlétique, mais avec, mine de rien, toujours cette valeur de playmaking, comme tu décrivais, où assez clairement, oui, je pense que c'est effectivement le meilleur playmaker de cette décennie. J'ai des points à rajouter aussi un peu plus généraux, mais sur ce parcours et sur l'évolution, son évolution dans cette décennie, est-ce que tu as des choses à rajouter, à préciser? Oui, mais je pense qu'on peut me mettre dans la catégorie de ces points positifs, cette évolution. Tu disais qu'il y a des changements, mais je pense qu'il y a aussi une forme d'adaptation Oui. aux ses coéquipiers. Parce que alors, tout à fait justement de Dwayne Wade, où alors les deux joueurs ont fait des efforts pour s'ajuster, mais ils l'ont fait quoi. LeBron James a aussi a un peu développé son jeu sans ballon à ce moment-là. Après, tu parles de Cleveland, pick and roll, tout ça, mais effectivement, il y avait une équipe qui était un peu plus formatée pour, mais aussi c'est aussi l'époque aussi. LeBron James, il, il surfe sur les époques. Je dirais pas que, tu vois, on parlait de Curry un peu, qui est un peu dans les pionniers, qui est un peu dans ceux qui, pas vraiment les premiers, mais ceux qui lancent la révolution, qui sont partis qui l'embrassent. James Harden, on peut dire ça aussi avec le pull-up, le step back, aussi ce côté très héliocentré à l'extrême, ces lancers francs de ça. LeBron James, c'est plus c'est pas forcément lui qui dit tiens, c'est une bonne idée ça, je vais le mettre en avant. C'est plutôt l'idée installée et moi je rentre dedans et je fais et puis je suis plus fort que vous dans ce que vous avez inventé. En fait, c'est quel que soit l'état de la ligue et quel que soit l'état du jeu, en fait, c'était le meilleur quoi. c'est un peu ça quoi. Et puis c'est aussi son intelligence de jeu quoi. C'est ce côté, il y a une situation de jeu. Dans ma tête, je sais un peu quelle est la meilleure. Et en attaque comme en défense, ça marche pas, mais il y a la maîtrise de la situation, de savoir quoi faire. Et quand il fait cette finale face aux Golden State Warriors, où il y a pas Kevin Love, il y a pas Kyrie Irving, il y a plus je sais plus qui, enfin c'est c'est LeBron James et l'équipe C contre les Warriors. Ouais. Il y a des premiers matchs, enfin les premiers matchs où à lui seul presque il tient la dragée haute, alors avec un style de jeu pas très beau, mais c'est du pur jeu dos au panier, ou un peu drôle, où il partait de la ligne des 3 points, il reculait jusqu'au panier pour après faire son jeu poste bas. Mais c'était ce qu'il fallait faire avec les éléments qu'il avait à disposition, et tu peux pas plus optimiser que ça, en fait, tu vois. Et c'est ça, LeBron James. Et tu vois, si je peux un peu, on parlait tu vois, j'explique l'évidence. Mais tu vois, tu disais aussi, oui, c'est une évidence, 9 finales, une équipe tout en performant, tout ça. Oui, mais tu sais aussi, on est toi et moi et un peu tous ceux que tu as invités ici sont comme nous, ont cette vision que les résultats collectifs ne permettent pas de savoir ce que vaut un joueur parce qu'il y a trop d'éléments hors joueur qui rentrent en compte. Donc effectivement, les 9 finales de James, on pourrait dire oui, d'accord, mais Derek Fisher, il a un temps de victoire, mais c'est aussi parce qu'il était tout le temps dans les Lakers de Kobe et Shaq, quoi. Mais là, en l'occurrence, t'as le contre-argument. Oui, mais James, il a fait ça dans plein de contextes différents, avec plein d'équipes différentes, et il arrive toujours en finale, quoi.
Et ça, c'est un peu une espèce de démonstration ultime, quoi, tu vois. Mais après, c'est vrai que c'était un des points aussi, ce que tu as abordé, sur ce côté longévité finalement. Je trouve qu'il doit aussi sa longévité, alors c'est un peu de chance aussi, mais à l'évolution du jeu, mine de rien, ou en tout cas l'évolution a été parfaite pour lui, il a parfaitement su s'y adapter, mais c'est pas que de sa part, il y a aussi un côté où l'évolution du jeu a été parfaite pour lui, dans le sens où plus ses qualités athlétiques déclinaient logiquement avec l'âge, plus en fait le spacing augmentait de manière exponentielle. Ce qui fait qu'il y avait un peu ce côté où lui était moins explosif, mais sauf qu'il y avait plus d'espace, et toujours plus. Et lui devenait de moins en moins rapide, mais il y avait toujours plus d'espace. Et donc finalement le niveau de production se stabilisait toujours au même niveau, parce que au début, dans des spacings très mauvais, et même avant la décennie, mais même à sa première époque Cleveland, c'était des raquettes bouchées, et il fallait vraiment des trucs de fou, d'explosivité, de détente verticale, de sauter dans des angles pas possibles pour faire un drive. Et il pouvait, parce qu'il avait ces qualités de malade mental, physique et athlétique surtout. Et plus la décennie avançait, moins il avait ça, mais en même temps, plus il y avait d'espace, et plus il y avait de spacing, et plus les chemins de drive étaient ouverts. Donc ça s'est excellemment bien mis pour lui, ça c'est bien tombé. C'est bien tombé, exactement. Donc il y a ce côté-là, spacing, mais en plus, le fait d'avoir autant de spacing et autant d'espace, ça a aussi débloqué beaucoup le jeu sur pick and roll, ce qui lui-même a beaucoup débloqué toutes les qualités de decision making, de prise de décision et de playmaking, plus généralement, de LeBron James. Et ça aussi, ça a été assez favorable à son jeu, cette évolution-là qui va dans son sens et qui est chanceuse, parce que le début de la décennie, on n'est pas autant sur du jeu en pick and roll, on n'est pas autant sur ce genre de jeu de périmètre, et donc ça aussi, en vieillissant, il perdait un peu des qualités physiques athlétiques de manière logique, mais sauf que comme il y avait toujours plus d'espace et toujours plus de jeux en pick and roll, il a pu maintenir et être toujours le meilleur joueur du monde, parce que il pouvait s'appuyer un peu moins sur cette explosivité d'élite, mais beaucoup plus aussi sur ce côté cérébral où c'était un ordinateur humain, et c'était hyper intelligent, tout ce que tu veux, et un manipulateur de défense, et tout ça, quoi. Donc il y a ce côté longévité, pour moi, est un premier point clé sur le cas de LeBron James, où l'évolution du jeu va parfaitement dans son sens, et lui a aussi parfaitement su s'y ajuster, pardon. Et puis j'avais un autre point aussi par rapport à son profil, où c'est vrai que c'est un profil de star qui est quand même moins flexible que certains comme Stephen Curry ou Kevin Durant, parce que moins de jeux sans ballon, moins de shoot, etc. Donc moins flexible de ce côté-là, mais quand même plus flexible, et je trouve largement plus flexible que certains modèles héliocentriques du genre justement James Harden. Et c'est là aussi où c'est un peu le meilleur des deux mondes de ce côté-là. Et d'ailleurs, pour ajouter aussi, c'est également un scoreur qui, je trouve, est plus implacable que quelqu'un comme Chris Paul. Oui, Chris Paul qui a clairement. aussi un bon équilibre scoring-passing, mais LeBron, c'est la version de Chris Paul, mais qui est beaucoup plus implacable au scoring et qui n'a pas les mêmes limitations que peut avoir Chris Paul. Donc vraiment, c'est le meilleur de tous les mondes, si on peut dire. C'est-à-dire, il n'est pas autant flexible que des joueurs off-ball comme Curry ou Kevin Durant, mais c'est un bien meilleur porteur de balle et créateur balle en main que ces joueurs-là, et playmaker. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus flexible que James Harden balle en main, qui, mine de rien, était assez rigide dans l'écosystème qu'il avait besoin pour se développer. LeBron pouvait jouer aussi un peu off-ball, il pouvait faire des écrans, il pouvait faire du jeu sans ballon, il pouvait faire du post-up, il pouvait être utilisé de manière un peu plus diverse, alors que James Harden non. Et puis meilleur scoreur tout simplement que Chris Paul, qui est lui un profil très équilibré, mais meilleur que ça, quoi. Donc il y a ce côté profil qui est aussi intéressant. Ouais, et puis tout l'aspect défensif, il mettra pas tout le monde sur ça, quoi. Oui, alors attends, je suis pas encore à l'aspect défensif. Ah pardon, excuse-moi. Alors tu me dis, hein, tu rajoutes des points, mais moi j'avais des petites listes là. Il y a aussi un héritage, je pense que, je sais pas si tu seras d'accord, mais un de ces héritages sur la décennie et pour plus tard, c'est justement ce modèle un peu héliocentrique, comme on appelle. C'est un peu lui qui a créé ça, mais en même temps il a créé ça, mais sans vraiment l'être lui-même à fond. Si je peux un peu expliquer, c'est-à-dire que donc ce modèle héliocentrique, héliocentrique, toute l'attaque tourne autour de lui. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça a été un profil, lui, de créateur décisionnaire qui prend toutes les décisions et autour de qui toute l'équipe va tourner. Mais en même temps, lui, il n'a jamais été vraiment, de manière aussi caricaturale qu'on a vu par la suite, il n'a jamais été à ce point sur la totalité de saison régulière, je trouve. Là où, James Harden, c'est vraiment sur des saisons complètes, il fait ça. Il est le point focal à gros usage de manière excessive. Westbrook le fait, Doncic arrivé ensuite, il l'a fait, Trae Young, etc. Voilà, ce modèle héliocentrique.
Bah lui, LeBron, il a un peu lancé ce mouvement de porteur de balle qui a toutes les armes à son arsenal et qui peut tout faire balle en main et voilà, qui a ce profil héliocentrique, mais qui ne l'a pas vraiment été dans les faits, parce qu'il il a toujours été à côté de certains autres joueurs, qu'il a toujours été un peu plus capable de jouer sans ballon que des Harden ou des Westbrook ou des Doncic, etc. Et tu vois, même au niveau de l'usage, il dépasse jamais les 32%, là où Harden, il va flirter avec les 40, là où Westbrook aussi, il va flirter avec les 40, pareil Doncic, etc. Donc, j'ai un peu envie d'appeler ça un héliocentrisme relativement occasionnel presque, dans le sens où il pouvait le faire quand il fallait. Et notamment, tu as parlé de la série contre les Warriors, mais même sur toutes les playoffs, quand il fallait, bah, tu lui donnes la balle et c'est lui qui fait tout en fait. Mais il y avait aussi cette intelligence que il ne le faisait pas de manière excessive et caricaturale comme ça a pu être par la suite. Et donc finalement, il a un peu lancé ça. Il a un peu été le pionnier de ça, de cette mode des joueurs héliocentriques que n'était pas Michael Jordan, qui était plutôt scoring. Là, je parle vraiment des modèles porteurs de balle qui peuvent à la fois faire scoring et playmaking à gros volume, quoi. Et donc, c'est un peu un vrai faux pionnier de ça parce que non seulement lui, il le faisait pas de manière excessive comme on a vu ensuite, mais en plus, il nous a fait croire qu'on pouvait gagner de cette manière avec ce style-là, alors qu'en fait, oui, tu peux, mais tu peux quand t'es LeBron James, quoi. Parce que même James Harden, qui a été très très fort et qui a peut-être été le plus proche de lui dans ce style de jeu-là, même James Harden, on a vu que c'était quand même beaucoup plus compliqué pour gagner dans ce style de jeu. Donc, au final, c'est un vrai faux pionnier, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il te fait croire que tu peux gagner comme ça. Il fait croire qu'il y a ce schéma-là. Mais en fait, ce schéma, il marche qu'avec LeBron, pour caricaturer un peu. Alors, je rebondis sur ce que tu dis en disant oui et non. Alors, je pense que le truc héliocentré, il a quand même existé avant. Mais par contre, je suis pas sûr qu'il y ait cette théorisation de l'héliocentrisme, ni cette idée, et ça, je te rejoins sur le fait que LeBron James a peut-être montré la voie de mais oui, ça peut être un système super bien, d'effectivement, d'avoir ce joueur unique qui est la plateforme de tout. Ce serait plutôt comme ça que je le verrais. Et en fait, je dirais qu'au contraire, si c'est justement le vrai pionnier du nouveau paradigme en fait. Ça existait avant, mais c'est le truc, comme je dis, de mettre à la mode, de faire considérer que c'est un vrai truc qui peut être intéressant, et qu'il y ait des gens qui théorisent des choses autour d'eux, donc c'est-à-dire mettre des shooters autour, partir sur le pick and roll, enfin, toutes les réflexions qui est de base, si le jeu héliocentrisme existait de fait avant, je pense pas qu'il était réfléchi comme tel. Là, c'est lui qui a été le véhicule de ce truc de ah mais oui, ça peut être vachement cool, vachement ça peut être un truc d'optimisation, ce jeu-là. Sachant qu'on passait juste avant une période plutôt de leader juste scoreur, un peu l'héritage de Michael Jordan, poursuivi par les Iverson et compagnie. Mais là où je dis que c'est plutôt le vrai pionnier de ce truc-là, c'est qu'en fait, c'est plutôt ça les pionniers. C'est pas les gens qui découvrent le truc et qui en sont les plus meilleurs représentants. C'est plutôt ceux qui montrent que ah, c'est possible, mais souvent on était un peu timide. C'est un peu comme les Suns d'Anthony ou le tir 3 points outrance, Ouais. où tu compares avec maintenant, où finalement le volume n'était pas tant que ça par rapport à maintenant. Mais c'est eux qui ont poussé la vanne un peu, suffisant pour montrer que, pour avoir l'air, donner l'impression que c'est excessif, en disant mais ça va jamais marcher. Et en fait, si ça marche, et c'est plutôt les héritiers qui sont là, disent mais attendez, pourquoi on pousse pas encore un peu le bouchon? Parce que Papy, il a montré qu'on pouvait un peu, mais il est pas assez loin parce que c'était l'époque, c'était pas assez reconnu, c'était pas assez admis. Nous, là, James Harden, Doncic, on dit, mais brisons brisons encore les petits verrous moraux, sociaux, ce que vous voulez, qui nous empêchaient de pousser le truc au maximum, et nous, on le fait, quoi. Tu vois, c'est un peu comme le tanking de Hinkie. Il y a eu du tanking avant Sam Hinkie, mais personne ne l'a fait de façon aussi extrême. Parce que tu peux pas faire l'extrême tout d'un coup, sinon t'es pris pour un fou, t'es viré au bout de 2 jours. Et LeBron James, il a fait ce que tu dis. Il a montré que mais oui, ça peut être un système super intéressant, et surtout si on réfléchit autour de ça, notamment avec l'idée du ah, mais un poste 4 qui s'écarte, c'est bien. Hein. La présence de LeBron James, je pense, a été un gros vecteur de ça. Et c'est justement les héritiers qui ont poussé le bouchon encore plus loin, quoi, tu vois. Ouais. Après, au niveau du passing, un des meilleurs all-time, ça t'en as déjà parlé. Je pense que l'évolution du jeu, encore une fois, est plutôt favorable, et donc tant mieux pour lui avec ce nouveau spacing, mais il a su en tirer profit parce que passeur extrêmement cérébral, bon, la vision du jeu, la taille, etc.,
Mais surtout, le truc sur lequel j'avais envie d'insister, c'est le côté le meilleur manipulateur de défenseur qu'on ait jamais vu, ou pas loin, quoi, presque. Mm. Et un côté cérébral et proactif balle en main que n'avaient pas des Stephen Curry, des Kevin Durant, mais même des James Harden, même des Paul George, des Kawhi, on peut prendre n'importe qui sur la liste en fait. Personne n'avait à la fois cette dangerosité de scoreur et à la fois aussi ce côté cerveau et ordinateur humain de connaître toutes les actions, d'anticiper, de mener, de diriger le jeu et de manipuler les défenseurs à travers les couvertures, à travers quelle action jouer, à quel moment, etc. Donc il y a ce côté-là qui est un peu intéressant. Et donc, enfin, on arrive à la défense, puisque Antoine nous disait la dernière fois, je l'avais un peu lancé, que ce qui différencie peut-être aussi LeBron et qu'il met au-dessus d'à peu près tout le monde, c'est que non seulement il y a l'attaque, sur lequel je pense qu'avec l'attaque, il peut discuter avec n'importe qui de cette décennie, mais en plus, il y a ce côté où LeBron apporte aussi une identité défensive de par son profil, ce que ne font pas les autres qui sont tout en haut du classement. Et lui, il y a vraiment cet impact défensif de très haut niveau. Alors, effectivement, il y a des petites nuances que tu as évoquées. Il n'est pas tout le temps à 100% sur 100% des matchs de la décennie, d'accord, mais notamment la période à Miami, il t'apporte à lui seul, en tant qu'ailier, une identité défensive, parce que le Miami défendait agressivement le pick and roll et que donc il y avait besoin en deuxième rideau de venir protéger, et c'est ce que faisait lui, LeBron, c'est ce que faisait Dwayne Wade également. Donc il y avait un côté hyper intéressant de cette défense un peu collective, avec un volume de jeu intéressant, avec de la protection du panier, euh, alors que pourtant c'est un ailier et que tous les ailiers n'ont pas du tout ce même volume défensif. Il y a le côté rebond aussi, le côté playmaker, évidemment, de par son intelligence de jeu et ses mains très vives, etc. C'était une terreur sur le playmaking défensif, les interceptions. Bon, le QI défensif aussi pour anticiper les actions ou alors pour les lire et pour avoir 3 coups d'avance sur la défense. Donc bref, il y avait un côté aussi, et puis je parle même pas de la défense on-ball, très polyvalent et très switchable sur à peu près tout le monde, mais effectivement, il y avait un côté où il n'y a pas que l'attaque, quoi. Déjà, l'attaque, elle est extraordinaire, mais en plus, il t'apportait un niveau de défense qui était assez dingue, en fait. Ouais, qui pouvait alors je sais pas, enfin, ça se mesure, hein, la protection du cercle, tout ça, ou la protection de raquette, mais je pense pas qu'il est au niveau d'un Gobert, mais il en est pas, il a cet apport-là, tout en ayant les autres apports défensifs. Je parle même pas des apports en attaque, mais vraiment ce côté libero safety et puis le côté, enfin, je l'ai déjà dit, mais communication, le côté place-toi là, fais ça, voici, Oui. qu'on avait beaucoup mis en avant pour Kevin Garnett. Kevin Garnett considéré comme un des meilleurs défenseurs de tous les temps, je pense. Il avait ça. Alors, je sais pas si je dirais jusqu'à dire qu'il élite dans chacun de ses domaines, mais il a B+ dans chacun de ses domaines. À partir de là, ta défense, elle est plutôt en bonne posture, quoi. Oui, effectivement. Après, je pense qu'il est élite, par exemple, en protection du panier pour le poste d'ailier. Mais effectivement, si tu le compares à des Gobert, non. Oui, tout à fait. Mais il y avait un package défensif total qui était assez impressionnant. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des gros points principaux à discuter sur son profil. Ouais, tu peux même partir sur son côté leader, des machins où clairement pour le coup c'est un rugby qui se voit. Il n'y a pas tout qui était bien, hein, mais les gens le suivent, quoi. Les gens sont derrière lui quand c'est lui l'autorité, tant par son jeu que par. Ouais, il y avait aussi un bon et un mauvais côté sur le côté leader, parce que tu disais il a réussi dans plein de contextes différents. Et en même temps, dès qu'il changeait d'équipe, c'est lui qui décidait le contexte, en fait. Au final, c'était pas que des contextes si différents que ça. Alors un peu quand même, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il arrive Oui, et l'équipe, elle doit jouer comme lui. Et il y a une raison, c'est parce que ça marche très bien, quoi, évidemment. oui, mais je parlais vraiment le côté autorité qui est sur le terrain. Alors Oui, c'est oui, bien sûr. Ouais. passé, mais tu fermes ta gueule, quoi. C'est ça que Ouais. que tu peux ne faire que avec lui, quoi. Et toute la pression qui va avec, la responsabilité, le côté, c'est lui qu'on va regarder, c'est lui qu'on va dire, bon, on fait quoi là Kevin Love, Kyrie Durant, Kyrie Irving, tout ça sont blessés, on a les Warriors, qu'est-ce qu'on fait? Bah vas-y, le problème, je vais faire un truc, et vous me suivez, et puis on voit où ça va, quoi. Je pense que c'est un truc qu'il a porté 10 ans, et plus que ça, qu'on n'ont pas. Tu vois, Stephen Curry, James Harden et Durant, tu vois, tu peux dire des défauts sur la personnalité qu'est James. Je pense que les Curry, Durant et Harden en ont bien plus, tu vois, Ouais. dans Ouais. des façons très différentes,
Mais je pense qu'ils sont tous sont des moins bons, des personnes moins faciles à suivre, à supporter, à aller à la bagarre avec lui. Euh, Chacun dans leur manière, mais chacun, je pense, tire moins les joueurs dans son sillage qu'un James, quoi. Ouais, effectivement. Du coup, j'avais écrit un petit résumé. En gros, c'est un peu une anomalie, LeBron James, malheureusement. On n'en verra pas beaucoup des comme ça. Une anomalie dans le sens, on l'a dit, hein, un peu joueur héliocentrique, mais mine de rien, assez flexible, en tout cas plus que certaines caricatures ensuite ou certains autres de ce modèle héliocentrique. Initiateur offensif de premier ordre, donc créateur principal, mais aussi un rock défensif, ou en tout cas quelqu'un qui t'a apporté une très très solide base défensive. Ça aussi, c'est un peu une anomalie. C'est pas une licorne un peu? Si. Non, mais je continue. Playmaker d'élite au niveau du passing, mais aussi en fait, un des tout meilleurs scoreurs de la NBA, hein, très simplement, avec un scoring implacable, alors que d'habitude, c'est enfin, on trouve beaucoup d'exemples de quelqu'un qui est génial dans l'un ou dans l'autre, mais pas les deux en même temps. Qualité athlétique extraordinaire, mais aussi, dans le même temps, peut-être un des meilleurs QI basket qu'on ait jamais vu non plus. Enfin bref, défense intérieure, de protection du panier, etc., mais aussi défense extérieure. Enfin, c'est vraiment une anomalie, ce joueur. Et ce qui est d'autant plus une anomalie, je trouve, c'est que on avait des promesses qui ont été faites à sa draft il y avait des attentes qui étaient démesurées. Et l'anomalie, c'est que, il les a toutes atteintes ou voire dépassées. Et ça arrive jamais, quoi. on a toujours des jeunes qui sont très hypés et tout le temps ça s'effondre. Et lui, c'est aussi l'anomalie dans ce sens-là que, en fait, oui, il y avait des attentes qui étaient démesurées, mais il les a atteints, voire même dépassées, quoi. Et ça aussi, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est à souligner, au-delà de cette décennie de domination, parce qu'il y en a aussi avant et après. Du coup, alors tiens, minutage de playoff. 7722 minutes de playoff sur cette décennie, que sur cette décennie. Hein. À ton avis, c'est combien dans la décennie en termes de classement? C'est premier. Effectivement, c'est premier. Je veux savoir surtout combien le deuxième. Eh bien, justement, j'allais te le dire. Le deuxième, c'est Kevin Durant, qui est à 5300. Ouais. Donc, LeBron a 7700, le deuxième est à 5300. C'est-à-dire qu'il y a le même écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le 21e. Donc, c'est plutôt pas mal en termes de minutage. Mais j'ai plein d'autres stats à te donner, tu vas voir, c'est assez marrant. 189 matchs de playoffs sur cette décennie. Que sur cette décennie. Hein. On ne parle pas de ce qui s'est arrivé après. Il y a eu aussi avant des runs de playoffs, notamment en finale, etc. Mais sur cette décennie, 189 matchs de playoffs. Il y a 11 joueurs dans l'histoire de la NBA qui, en carrière, ont plus que 189 matchs de playoffs. Après, ça va, Conférence Est, c'était facile aussi. Moi aussi, je le fais. Non, mais il y a de ça aussi un peu. Mais la liste, c'est des Fisher, Derek Fisher, Tim Duncan, Robert Horry, Tony Parker, Jabbar, Kobe, Manu Ginobili, Shaq, Pippen, Danny Ainge d'ailleurs, Karl Malone et Magic Johnson. Voilà les seuls joueurs qui ont plus de 189 matchs de playoff en carrière, donc plus que LeBron James sur la décennie des années 2010. Donc c'est quand même pas mal. 28 points de moyenne sur la décennie aussi, 9,3 rebonds et 7,1 assists de moyenne en playoff. C'est pas mal également. 41 minutes de jeu sur les playoffs en moyenne par match. C'est bien aussi. Tiens d'ailleurs, petite stat marrante, j'ai fait un peu le tour. Donc 189 matchs de playoff pour situer le niveau de domination. 189 matchs de playoff pour LeBron James sur cette décennie. À ton avis, combien d'équipes ont plus que lui sur la décennie des années 2010? T'as dit quoi, quel chiffre? 189 matchs de playoff. Et attention, il y a un piège. Enfin, en tout cas, c'est une question assez logique. À ton avis, combien d'équipes ont plus ont plus que 189 matchs sur la décennie? Il n'y en a pas beaucoup, parce que bon, il y a son équipe, ses équipes. Enfin, je vais dire 6. Eh ben, c'est 0, en fait. 0. Parce qu'en fait, il a changé d'équipe. Donc, parce qu'il n'a pas remporté avec lui une équipe. Eh non. Donc, en fait, la première équipe de la décennie, c'est Miami avec 127. Et donc, lui, il est à 189. Deuxième, Golden State, 124 matchs sur la décennie. Troisième, San Antonio. Quatrième, Boston. Mais bref, en termes de minutes aussi, 7700 minutes de playoff sur la décennie. À ton avis, c'est plus que combien d'équipes sur la décennie? 3? Non, c'est 8. Il y a 8 équipes qui ont moins de minutes de playoff que LeBron James à lui tout seul. Donc là, je parle d'équipe, tous les joueurs en entier. Minnesota, Sacramento, New Orleans, 2 fois d'ailleurs New Orleans, Hornets et Bobcats, et Pelicans, pardon.
Détroit, Charlotte, Orlando, New York et Phoenix, qui n'a pas fait le playoff dans cette décennie. On peut faire pareil avec les points. 5400 points, c'est mieux que 18 équipes de cette décennie, dont 2 champions NBA, qui sont Dallas et les Lakers, et deux mêmes finalistes de conférence qui étaient Milwaukee et Chicago. Donc il a quand même plus de points que 18 équipes sur la décennie. 1700 rebonds, c'est plus que 10 équipes. 1351 assists, c'est plus que 19 équipes sur la décennie. C'est banalisé au fur et à mesure parce que voilà, mais on parle d'équipes dans leur totalité. Hein. Ouais, non, mais je pense pas que. En vrai, on n'arrive pas à saisir à quel point c'est grand en fait. Ouais, il y a un côté spirale un peu qui donnerait le tournis si tu réfléchis vraiment, quoi. Ouais, effectivement. Bon, pareil hein, pour les styles. Hein, interception plus que 12 équipes, bloc plus que 10 équipes sur la décennie. Le nombre de 2 points tentés, plus que 18 équipes. Il y a 18 équipes qui, sur la décennie, ont tenté moins de tirs à 2 points que LeBron James à lui tout seul. Et pareil pour les lancers francs, 18 équipes. Enfin bref, c'est quand même pas mal. Donc voilà pour les stats un peu marrantes. Et donc le classement, on l'a déjà fait. Il est premier de manière assez incontestée. Mais juste, Curry et Harden, même Durant, sont des rivaux pas mal. Hein. Enfin, je sais pas trop pour les autres décennies. Mais c'est pas face à enfin, ils sont pas si loin que ça ils sont loin, mais pas si loin que ça de James malgré tout ce qu'on vient de dire. Hein. Ouais. Non, t'es pas d'accord? Si, ils sont pas largement, ils sont nettement en dessous. Pas largement. Ils sont nettement en dessous quand même. Non, mais nettement. Mais tu vois, c'est des vrais. Enfin, c'est comme quand on dit, tu sais, tel joueur il fait une énorme saison de MVP. Oui, mais il y en a un autre qui fait mieux. D'accord, mais la saison était énorme, quoi. Eh ben, Curry, Harden, Durant, c'est un peu ça, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, petit quiz pour finir, et dernier quiz de la saga. Nous sommes le 7 juin 2012. C'est un qui a joué ce match. Le match, évidemment, peut-être le plus important de cette décennie pour le meilleur joueur. Donc peut-être le match le plus important, le plus symbolique de toute cette décennie. C'est le fameux match 6 à Boston. Est-ce que tu te souviens un peu de ce match-là? Pour rappeler le contexte, hein, LeBron se traîne un peu la réputation de il n'est pas capable de gagner un titre parce qu'il n'a pas le mental. Et donc il y a la réunion avec le Big Three à Miami. 2011, il y a l'échec en finale contre Dallas. 2012, Miami mène 2-0 contre Boston en finale de conférence. Boston revient à 2-2. Paul Pierce au match 5, game winner sur la tête de LeBron James, il passe à 3-2 et donc ils sont à la maison pour conclure 4-2 pour aller en finale, Boston. Et là, match 6, LeBron se réveille. Ce match de légende. Nico, est-ce que tu es capable, avec sa legacy on the line, comme on dit, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui ont joué ce match légendaire? Donc LeBron James. Ouais. Je crois que j'ai resté sur Boston d'abord. Ouais. Donc Pierce, Garnett, Perkins, Ray Allen, Perkins, Rondo. Non, Perkins, il a OK ici, Perkins. Donc Jeff Green, du coup. Je crois que Jeff Green, c'est l'année où il se fait opérer du cœur. Donc en plus, il est pas là. Ouais. Donc Rondo, Pierce, Garnett, oui. Les Leon Paul, les Glenn Davis. Non, là, t'es plutôt sur le cycle 2008-2010, là. Eh bien voilà, c'était une belle liste, n'est-ce pas? Tu l'as dit Ray Allen ou pas? J'ai dit Ray Allen, ouais. Alors, qui était l'autre arrière? Un arrière jeune défensif. Avery Bradley. Avery Bradley, effectivement. Le poste 4, c'était un poste 4 d'Orlando, je crois, à la base. Ah, Brandon Bass. Exactement, Brandon Bass. On avait un Français aussi dans cette équipe, un ailier. Mike Pietrus. Exactement. Tu te souviens pas de ça, de Mike Pietrus Si, maintenant que tu me parles, c'était le Facteur X. Ouais, tout à fait. On avait un ancien meneur de Milwaukee, qui a été vieux et meneur backup. Keyon Dooling. Exactement, Kenyon Dooling. Je pense pas que tu l'aurais. On avait un autre ailier, je crois, Pacers pendant les années 2000. Pacers Dallas, je crois. Je ne suis pas sûr. Pas du D'Anthony Jones. C'est pas Jack Daniels, c'est Marquis. Marquis Daniels, effectivement. On avait un très grand, qui d'ailleurs est consultant ESPN, avec des takes un peu catastrophiques, mais ça te dit rien, c'est un... Je sais pas, mais du coup, j'ai envie de dire Brian Scalabrine. Non, c'était Ryan Hollins qui était là. Oui. Je savais même pas qu'il faisait de la télé. Bon, je t'épargne. Voilà, on avait un shooter d'ailleurs, époque LeBron James aux Cavs. Pavlovic. Exactement, Pavlovic était là à Boston. Je t'épargne Sean Williams, ouais. Et Etwan Moore aussi. Et par contre, on avait un dernier de Boston qui était un pivot grand, protecteur de panier, blanc. Je sens qu'il est pas très loin, mais encore un peu trop loin. Qui ensuite a fait du Minnesota, je crois.
qui s'appelle Greg. Ah, Steamsma. Exactement, Greg Steamsma était là. Donc tu as tout le monde qui a joué ce match pour Boston. Est-ce que tu as des joueurs de Miami? James Wade Bosch. Oui. Shane Battier. Oui. Chris Anderson. Non, c'est l'année d'après Anderson. Joel Anthony. Oui, tout à fait, Joel Anthony. Mario Chalmers. Oui, il est là. Norris Cole. Oui, Norris Cole est là, rookie. Est-ce que Mike Miller? Oui, Mike Miller est là, tout à fait. James Jones? Oui. Eh bien, purée, t'es très très fort. Ouais, mais là, ça y est, là, je commence à sécher. Ah, il t'en reste 3. Aslem. Ah oui, effectivement, Aslem, tu l'avais pas cité, mais il t'en reste plus que 3. Alors, il y en a un, si je peux t'aider. Attends, juste laisse-moi citer Dexter Pittman. Non, il n'est pas là. Je crois que c'est draft 2012 Dexter Pittman, justement. Donc, il n'est pas encore là. Il y en a un, c'est une ancienne légende d'une équipe marquante de NCAA. Mais Shabazz Napier, du coup? Non. Années 90, si je te dis le Fab Five. Joan Howard. Exactement, Joan Howard est là. On avait un Français qui était par là. Un pivot français qui était passé par les Knicks juste avant. Qui avait fait des Warriors. Oui, je l'ai. Qui avait de très beaux cheveux. Ronny Turiaf, merci. Exactement, Ronny Turiaf. Tu sais que dans ce podcast, on a cité Ronny Turiaf, Boris Dio, Tony Parker, Mike Pietrus. Pas mal, hein? C'est pas mal. Et donc le dernier, c'était, je pense que tu t'as complètement oublié, c'était un meneur, un ancien meneur star qui était un peu, qui a fait quelques matchs cette saison-là. Jason Williams? Non, un meneur star des années 2000 qui a été MVP, qui était dans cet effectif, qui a fait quelques matchs. Un MVP meneur des années 2000? Ouais. Je suis très très bon pour les trophées MVP, ça. MVP 2001. J'ai tellement envie de dire Iverson. Bah dis-le. C'est Cotton Iverson? Non, c'est MVP 2001. Allen Iverson, mais non. Bah si, Allen Iverson. Il était dans cet effectif-là? Non, il n'y était pas du tout, mais j'avais envie de faire la blague que le premier joueur que tu as essayé de deviner en quiz sur la saga, c'était Allen Iverson, donc j'avais envie de finir avec Iverson. Non, effectivement, Iverson, je savais bien qu'il n'était pas, j'ai dit ça y est, je comprends. Mais non, il n'y était pas. Mais comme il n'était pas non plus à Denver quand on a fait le tout premier quiz de la saga, je me suis dit, bon allez, je vais te le faire deviner, on va boucler la boucle. Et donc justement, ça y est, on a fini, on a bouclé la boucle, et donc avant de se quitter, je rappelle tout de même où est-ce qu'on a inséré les joueurs du jour. Donc LeBron James à la première place, donc leader de ce classement, évidemment. Kemba Walker est à la 37e place entre Paul Pierce et Pau Gasol. Bojan Bogdanovic à la 85e place, si je dis pas de bêtises. Boris Dio un peu plus loin, autour de la 95e place, on va dire. Et puis Clint Capella assez bas, finalement. Et ce qui a fait que Joe Ingles a remonté à la 100e place. Et donc le cut s'arrête à Joe Ingles. Et donc voilà pour cette saga. On espère qu'elle vous aura plu. Alors avant de se quitter, juste qu'est-ce qui va se passer ensuite? J'aimerais bien, on verra, mais il y a quelques épisodes peut-être un peu bonus qui sortiront d'ici quelques temps. Mais même si je le referai, j'ai quand même envie de le faire là. Je voulais quand même remercier tous les intervenants qui sont venus sur cette saga, donc notamment toi, Nico. Hein, merci beaucoup d'être venu 5 fois faire 5 épisodes de cette saga. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Ouais. Merci pour ta disponibilité, même si c'était aussi juste le seul qui me répondait à la fin. Rafa aussi. Rafa aussi a fait 5 apparitions, mais sauf que lui, il s'est tapé 2 Best of the Rest. Donc très courageux, Rafa. Merci beaucoup à Rafa. Lucas aussi, qui est venu 2 fois nous faire 2 très belles cuvées. Antoine, évidemment, qui nous a fait 3 épisodes et un épisode de Mi-Saga. Jérémy aussi, qui est venu 3 fois. Alan, elle nous a fait un épisode avant de s'envoler pour son job d'assistant coach aux États-Unis. Donc encore une fois, merci à Alan. Merci aussi à FD qui est venu faire une cuvée très particulière avec un quiz Tobias Harris qui était très, très difficile, le quiz de la saga. Et Tom aussi qui est venu 2 fois sur cette saga. Donc évidemment, merci à tous ces invités qui ont fait cette saga avec moi. Encore une fois, merci beaucoup toi, Nico, d'être venu aujourd'hui aussi notamment. Et merci aussi sur le Discord, parce que c'était quand même très sympa de pouvoir faire ça tous ensemble. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Voilà, on a fait cette saga qui intéressait des gens, donc c'était assez cool. On n'a pas fait juste ça de notre côté. Donc merci aussi pour toutes les interactions sur le Discord, c'était très sympa.
Ouais, et puis je pense que tout le monde peut te remercier de tout ça parce que c'est un gros boulot déjà. C'est un peu un... Quand la première fois que tu m'en as parlé, il y a quelques années, je lui ai dit alors oui, mais non, ça va nous prendre trop de temps, c'est trop la galère, c'est n'importe quoi. Tu dit ouais, mais quand même. Et, oui, et finalement, tu l'as fait, et puis bah, voilà, on a pris plaisir à déjà revenir un peu dans le passé, même si on l'a vécu, bah, c'est bien de le revivre. Et puis d'y poser l'analyse un peu plus euh, actuelle ou précise qu'on peut avoir. Et après c'est vraiment le plaisir du débat, de comparer des joueurs, même si c'est très compliqué, mais c'était juste le plaisir de discuter, d'argumenter, et juste de parler basket, quoi. Et c'était un excellent prétexte et on s'est beaucoup amusé. Moi, tant à participer qu'à écouter, je me suis vraiment régalé. Donc, ben, on te retrouve dans 10 ans, du coup, pour faire pareil. Un peu moins, hein, parce qu'on est déjà en 2023. Donc, C'est vrai. non, effectivement, à la base, j'avais proposé ça à la base pour être un truc de l'écho des parquets. Et vous aviez tous dit, ben non, mais c'est trop de travail. Et vous aviez raison. Non, mais en plus, non, mais je déconne parce qu'en plus, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà. Et puis, dernier remerciement aussi à Florent Tonuti des 120, à qui j'ai demandé est-ce que je pouvais lui emprunter son format et qui m'a très gentiment dit oui. Donc merci aussi à Florent Tonuti d'avoir créé ce format et allez écouter les 120, qui est vraiment un podcast génialissime, qui est sur le même principe, hein, de classer les 100 meilleurs footballeurs de la décennie. Donc voilà, et puis encore une fois, merci à toi, Nico. Merci pour tes quiz. Et puis, et puis on se dit à bientôt alors.